Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing. Chers amis, bienvenue mardi 29 juillet 2025. Le CTB, semaine de la mort sur le plan des fondamentaux. Et oui, je ne pèse pas mes mots. Enfin, bien sûr, j'ai mis des guillemets, donc forcément, l'expression est pesée. Mais derrière, il y a une réalité. Entre le mercredi 30 juillet et le vendredi 1er août, vous avez la totale des fondamentaux qui compte. L'inflation US-PCE, le rapport NFP, le marché du travail, compte pour la Fed. Une décision de politique monétaire de la Fed qui ne va pas baisser ses taux et qui va donner des orientations pour ce qu'elle va faire à la rentrée. Autant vous dire que si elle ne baisse pas ses taux en septembre, ça va faire hic en bourse. Tous les résultats des GAFAM, mercredi et jeudi. Vendredi 1er août, la date limite quant à la négociation commerciale, sauf pour la Chine où c'est le 12 août. Bref, vous avez compris. Si le marché survit à cette semaine et si la clôture hebdomadaire est favorable, nous aurons un beau mois d'août, alors que le mois d'août inquiète d'un point de vue de sa saisonnalité. C'est vrai que pour le S&P 500, et il y a une corrélation S&P 500 BTC net, eh bien le mois d'août n'est pas le meilleur mois, c'est un euphémisme. Par contre, pour Bitcoin, effectivement, en termes de saisonnalité, le mois d'août n'est pas top, sauf la dernière année du cycle. Sur les 3 cycles précédents, le mois d'août de la dernière année du cycle, c'est-à-dire l'année qui suit le halving, a été bullish, et pas qu'un peu. Et donc c'est là où l'espoir subsiste. Chers amis, semaine de la mort sur le plan des fondamentaux. Et enfin, devez-vous craindre la ligne de tendance de la mort? Ça fait beaucoup de morts, mais attention, tout ça bien sûr est imagé, parce que je ne peux pas utiliser l'adjectif décisif, je l'ai tellement utilisé qu'il a perdu sa valeur. Donc il fallait bien que je trouve quelque chose. J'aurais pu dire fatidique, allez, semaine fatidique sur le plan des fondamentaux. Mais il y a d'autres choses qui sont fatidiques. Alors, dans cette vidéo, première partie, on fait un point fondamental. Ce sera rapide, rassurez-vous. Si ça vous ennuie, vous passez. Deuxième partie, je fais le point sur cette saisonnalité. S&P 500 Bitcoin. Qu'est-ce qu'on peut attendre en août? Juste les statistiques de saisonnalité. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas checkées. Troisième partie, j'arrive pas à me relire. Ah oui, oui, j'écris pas très bien. Mon père est médecin, donc bref, j'écris pas très bien. Il m'a transmis ses gènes de mauvaise écriture. Oui, on me dit que les médecins écrivent mal. Alors, lui, il est médecin en médecine, et moi, je fais du diagnostic d'analyse technique. Oui, c'est pas pareil. Alors, Bitcoin. Oui, d'un point de vue chartiste, il y a une ligne de tendance qui fait un peu peur, qui pour certains disent que le cycle est fini à 123K. Je vais un peu démonter ça. Quatrième partie, je vous donne mon scénario sur la market cap. Jusqu'où sur ce cycle, la market cap crypto peut aller? 5 000 milliards, 4 000 milliards, 3 000 milliards, on y est déjà. Bon, 10 000 milliards, faut pas déconner. Cinquième partie, Bitcoin analyse technique. Sixième partie, quel sera le timing du fin de cycle? Alors c'est marrant parce qu'il y a déjà un débat qui s'installe. Il y a ceux qui disent qu'il n'y a plus de bear market. Déjà, avant de penser s'il y aura un bear market, restons sur le timing du fin de cycle. Et là, ça se joue, vous le savez, entre mi-septembre et fin novembre. Donc on refait un peu le point là-dessus. Et enfin, un mot sur les alts, c'est parti. Bon. Avec l'explosion de Bitcoin depuis le début du cycle, si j'allais voir où en est le solde de mon compte. Comment ça, mot de passe incorrect? Mot de passe incorrect, mais c'est bien mon mot de passe. Je me suis connecté à mon compte la semaine dernière, à l'aéroport de Roissy. On m'a piraté. Bon, naturellement, les amis, ce n'était qu'un cauchemar, je vous rassure, ça ne m'est jamais arrivé grâce à NordVPN. C'est la protection du vacancier et du voyageur crypto contre l'ennemi public numéro 1 pour notre portefeuille crypto. En tout cas, le Wi-Fi public et tous les sites web que vous allez visiter externes durant vos vacances, durant vos trajets, durant vos voyages, à l'aéroport, à la gare, dans les restaurants, peu importe. Bref, faites attention aussi à votre carte de paiement crypto, sécurisez-la avec NordPass de NordVPN. NordVPN, c'est 3 niveaux de protection pour votre compte crypto. Et n'oubliez pas une chose, un PC piraté, c'est vos identifiants volés. Vos identifiants volés, c'est vos cryptos volés. Et le raccourci n'est pas trop court. NordVPN, c'est 3 niveaux de protection en un seul abonnement. VPN chiffré ultra rapide, navigation anonyme sécurisée, sans ralentissement sur tous vos appareils, jusqu'à 10 en même temps. Protection anti-menace pro, un véritable pare-feu intelligent, filtre les fichiers suspects, bloque les pubs malveillantes et vous protège donc surtout les Wi-Fi publics. Et enfin NordPass, 3e niveau de sécurité, le gestionnaire de mot de passe blindé, les amis, votre compte de trading crypto sera blindé. Il génère des identifiants impossibles à deviner, surveille le dark web et protège même vos moyens de paiement crypto. Suivez mon lien exclusif en description de cette vidéo pour bénéficier de 4 mois d'abonnement offert sur tous les abonnements NordVPN de 2 ans. Semaine explosive sur le plan des fondamentaux.
Bon, faut pas que ça nous fasse exploser notre petit BTC. Donc, c'est huge, c'est big. C'est une semaine loaded, c'est-à-dire qu'il y a à peu près tout. Entre le mercredi 30 juillet, donc c'est-à-dire que ça commence demain, le PIB US, la décision de politique monétaire de la Fed, l'inflation PCE. Alors, la Fed regarde le PCE, c'est dommage, il est mis à jour le lendemain de la décision. Mais en fait, tout le monde se projette sur septembre. Non, parce que vous n'aurez pas de baisse de taux ce mercredi. Par contre, voilà, le débat est là. Septembre, pas septembre, c'est hyper serré, ça n'arrête pas de varier en fonction des fondamentaux. Le marché veut que la Fed confirme deux baisses de taux d'ici la fin de l'année. Il reste 17 septembre, 29 octobre, 10 décembre. Si c'est pas septembre, il faut que ce soit octobre et décembre. Le marché veut ces deux baisses de taux. S'il n'y a pas de baisse de taux, ça va être un peu plus compliqué pour les actifs risqués. Alors justement, tout ça en plus va rentrer en compte dans le timing du fin de cycle. Ça va être passionnant parce que il y a déjà nous toutes nos métriques de cycle. Je vous montre au passage, hein, je pars un peu dans tous les sens, mais il y a déjà nous toutes nos métriques de cycle, de fin de cycle. Alors, comment on compare le cycle? Nombre de jours depuis le point bas de l'ancien bear market, nombre de jours depuis le sommet du précédent cycle, nombre de jours depuis le halving, la répétition calendaire, il y a aussi la corrélation avec la liquidité mondiale M2 que l'on projette dans le futur, qui nous donne un timing, et il y a la répétition purement calendaire en faisant une moyenne des 3 cycles précédents. Il y a 5-6 approches. Grosso modo, quand on fait la moyenne de ces 5-6 approches, ça donne un intervalle de fin de cycle entre 15-20 septembre et fin novembre. 15-20 septembre, c'est pas si loin. Donc, si c'est 15-20 septembre, le mois d'août, il ne faut pas qu'il soit dégueulasse. Il ne devrait pas l'être si c'est 15-20 septembre. 15-20 septembre et fin novembre. Et puis, il y a encore l'autre cas de figure, ceux qui nous disent que c'est fini, il n'y a plus de cycle de 4 ans, il n'y aura pas de bear market, donc il n'y aura pas de fin de cycle. Alors ça, moi, je vois ça partout. Vous dites tout de suite, je ne suis pas d'accord. Il y aura un bear market. Alors après, voilà, est-ce qu'il commence en novembre, est-ce qu'il commence en décembre? Les partisans de l'hypercycle nous disent que ça se termine en janvier 2026. Dans tous les cas, derrière, on a 12 mois de bear market. On va probablement pas se manger un moins 60, moins 70 comme les cycles précédents, du fait de l'institutionnalisation du marché, mais il y aura un moins 40, moins 50. Donc plus on part haut, mieux ce sera. D'accord? Bon, enfin, tout ça, ça va être passionnant, on va en parler chaque semaine. Bon, je m'égare là, la première partie, c'était les fondamentaux. Comme on ne va pas y passer 30 ans, vous avez un tableau, faites pause, je fais pause. Voilà, c'est bon, vous avez fait pause? Ok, donc, tout est sous vos yeux, vous avez tout ce qui compte. Moi, j'ai mis que j'aime bien faire ça. J'ai mis que la date limite de négociation commerciale était le facteur technique, le facteur fondamental dominant. Après, la Chine, c'est le 12. L'UE, c'est fait. Le Japon, c'est fait. Voilà, mais il y a aussi probablement que ce que va dire la Fed va compter. L'inflation PCE, vous le savez, hein, il n'y a pas de vague d'inflation. Les tarifs douaniers, pour l'instant, n'ont pas fait rebondir l'inflation. On avait du 10 à peu près pour tout le monde. Ça dépend des secteurs. Là, on va passer à 15, 20. Bon, dans tous les cas, il n'y a pas d'impact. Il y a une désinflation en pause. Voilà, enfin, en tout cas, vous avez compris, la semaine, elle est méga chargée. En ce qui concerne l'inflation PCE de jeudi, la Fed, rappelez-vous, elle regarde le corps PCE. Elle est attendue stable selon l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland. Donc stable, ça veut dire que la désinflation est en pause. Ça, on ne tend pas vers 2, mais ça ne rebondit pas non plus. Et enfin, tous les résultats des GAFAM, Microsoft, Apple, Amazon, Meta, c'est entre le 30 et le 31 juillet. Donc voilà, c'est hyper chargé. Et forcément, si on survit à cette semaine, c'est incroyable. D'autant plus que, deuxième partie, le S&P 500. Alors, gardez à l'esprit une chose. Vous avez sous les yeux les bougies mensuelles du SP 500, ici les bougies weekly, et à droite, les bougies daily. Tout ça est corrélé à Bitcoin, d'accord? Vous n'aurez pas un S&P 500 qui drop et un Bitcoin qui monte. Il y a des cycles relatifs, mais dites-vous bien une chose, c'est que si le S&P 500 veut d'abord retest ça, ça veut dire que Bitcoin a besoin de retest son ancien record à 110, 111. Pour l'instant, c'est pas le cas. Le machin est en lévitation. Et on arrive au mois d'août. Alors, justement, la saisonnalité du mois d'août. La saisonnalité, c'est encore une autre approche. Moi, j'ai pris un peu de recul par rapport à ça, parce qu'il y avait eu le piège du premier trimestre, rappelez-vous. C'est juste une moyenne statistique. Qu'est-ce qu'a fait Bitcoin? Qu'est-ce qu'a fait le S&P 500 sur telle ou telle période, en moyenne, depuis tout l'historique qu'on peut choper. Ce que l'on sait,
c'est d'une part que le mois d'août n'est pas le meilleur des mois. C'est le moins qu'on puisse dire, puisque le mois d'août a une performance moyenne, c'est la deuxième performance la plus faible du SP500. Elle est positive, mais c'est la plus faible. C'est souvent septembre qui est un mois de conso. Donc ça c'est pour le S&P 500. Pour le BTC, septembre est aussi le pire des mois, que ce soit en moyenne ou en médiane, donc ça, il n'y a pas de sujet. Et le mois d'août, regardez, le mois de juillet est un bon mois, on a fait un bon mois, on a fait plus 10, on est conforme. Et là, vous allez me dire, merde, Vince, ça coince. Because what? Because the average and the median, la moyenne plus 1, et la médiane moins 9, moins 8. Donc, août, on se dit, merde. Août, c'est pas bon. Août, c'est pas bon pour le SP500. Août, c'est pas bon pour Bitcoin. Mais en fait, non. Petite subtilité. Just check. Checkez bien. Nous sommes la 4e année du cycle. La dernière année du cycle. C'est-à-dire l'année qui suit le halving. Et regardez bien la colonne du mois d'août. 2013 fut la dernière année du premier cycle. 2017 fut la dernière année du second cycle. 2021 fut la dernière année du troisième cycle. Vert, vert et vert. Donc, si en moyenne le mois d'août n'est pas top, statistiquement, lorsque nous sommes en dernière année de cycle, c'est pas dégueu. Ça c'était pour les aspects positifs. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Devez-vous craindre la ligne de tendance de la mort? Mais oui, elle est là. Alors ça, je le montre parce que c'est l'argument phare de ceux qui disent que le cycle est terminé. Forcément, je vous montre ça, vous dites, mince, boum, là, ok. Le haut de cycle du deuxième cycle, le haut de cycle du troisième cycle, et comme par hasard, 123K, merde, c'est fini. Ça fait peur. Même moi, ça m'a donné des petits frissons. J'ai vu ça, j'ai fait stand-by. Mais à ce moment-là, on reste calme et on passe en vue tous les autres facteurs. L'aspect temporel, l'aspect prix, toutes les approches de fin de cycle, tous les modèles de valorisation, tout ce que je vous ai partagé ces dernières semaines. Et rien ne dit que le cycle se serait terminé en juillet à 123K. Sauf ce truc. Et ça, je le vois tourner partout de ceux qui disent « nous sommes en bear market ». Bon. Alors, première chose que je vous montre, je suis ici en échelle arithmétique. Mais si je passe en log, elle n'est pas là. Elle est beaucoup plus haut. Alors, on n'ira pas à 300 000 sur ce cycle, hein, d'accord? Mais elle est beaucoup plus haut. Ça, c'est la première chose. Il faut toujours jouer avec les deux échelles. Donc déjà, là, on a un contre-argument. Elle n'est pas au même endroit en log. Et rappelez-vous, hein, moi, je joue toujours avec les échelles. Et les deux fonctionnent. Les deux ont des effets à des moments différents. Là, elle a un effet, puisqu'elle donnait un top qu'on a fait mi-juillet. Pour autant, il n'y a pas du tout... Si vous voulez, si on avait été exactement ici, en octobre-novembre prochain, et qu'on avait fait le pay cycle, le terminal price, que le M2 partait en drop, et qu'on était ici en octobre, je vous disais, c'est fini. Parce que toutes les cages étaient cochées. Mais là, ce truc est isolé. Autre contre-argument. Qu'est-ce que je vise? Donc là, vous avez la trendline sur le Bitcoin All-Time History Index. Maintenant, regardez la même trendline sur la market cap totale, et je suis en échelle arithmétique. Haut du deuxième cycle, haut du troisième cycle, et elle est ici, elle est à 5 000 milliards de dollars. Je pense, et c'est mon scénario, que sur notre cycle actuel, nous irons chercher 5 000 milliards de dollars. Et là, ce sera terminé. Oui. Alors, ça va être passionnant, je le sens, parce que quand on va arriver en fin de cycle, ça va se friter partout. Ceux qui vont dire, mais non, il n'y a pas de bear market. Et ceux qui vont dire, mais si, il y a un bear market. Et pendant un an, ça va être que ça, toutes les semaines. Et à un moment ou autre, quand le machin aura perdu moins 40, moins 50, il faudra bien reconnaître qu'on est en bear market. Mais on rachètera après la fin du bear market et on repartira pour un nouveau cycle. On va continuer de s'amuser comme ça. Enfin, s'amuser. Et puis faire un peu pépette aussi, hein. C'est un peu l'objectif. On est là pour s'amuser, puis aussi renflouer le compte en banque. Bon, donc, sur Bitcoin, elle est là.
en arithmétique, mais elle n'est pas là en log. Et sur la market cap totale, même en arithmétique, elle est là. Donc, tout de suite, moi, je détruis cet argument. C'est pas le haut de cycle. Ok. Maintenant, analyse technique court terme. Alors, court terme, it's very simple. Ça n'a pas changé. Nous sommes toujours donc dans un marché, une phase qui propose une phase de transition latérale après avoir donc proposé ici une structure en ce que vous voulez, pour le TT, pour l'inverse, c'est assez on s'en fout. La ligne de coup est ici. Worst case scénario pour moi, c'est toujours de retest cette zone. Le marché a fait une petite mèche là, mais il a pas retest. Ça reste une possibilité. Le meilleur des scénarios, ce sont les 130K. Hein. Les 130K sont la cible, non pas du cycle, mais de la pattern. Mais ça bloquera forcément un peu à 130. Comme d'hab, hein, le marché, impulsion range, impulsion range. Donc là, on fait une dérive latérale. J'aime beaucoup la structure du CME, j'en parle beaucoup, vous le savez. La haute finance états-unienne est sur le CME. On fait un range, j'y ajoute d'ailleurs les enseignements du système Ishimoku, qui permet de mettre le cours de clôture à côté des bougies. Sur le BTC, on voit bien que c'est un trading range. Ok, il y a de la vol, c'est ce que montrent les bougies japonaises, mais au final, en cours de clôture, c'est un range. Le meilleur des scénarios est de faire cette dérive latérale encore quelques jours et de repartir. Alors après, avec tous les fondamentaux de psychopathe dont je vous ai parlé en introduction, entre mercredi et vendredi, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de linéaire. Et je me dis, dans le pire des cas, si jamais ça coince avec Popo, si Powell nous dit que, bon, attention, on n'est pas sûr, on ne confirme pas de baisse de taux, qu'on se fait un peu peur, je me dis, on peut retravailler cette zone. Ça va être une zone d'accumulation, c'est la zone à tenir impérativement, si vous voulez. Et puis, imaginons quand bien même, on se ferait peur, on casserait ça, et qu'on aurait un mois d'août qui n'est pas top, ou une première partie du mois d'août qui n'est pas top, pour moi, nous ne serions pas en haut de cycle, car il reste du temps. Alors, il reste du temps, j'en reviens justement, transition à cette histoire de timing de haut de cycle. J'en dis pas plus pour le court terme, tout le monde a compris le schmilblick. Alors, pour ce qui est justement du timing, ah oui, on a sur le H-Ribbon une pastille bleue, retour des mineurs, c'est propre. Bon, en général, il faut quand même, c'est pas tout de suite que ça déclenche un pump. J'ai pu observer que parfois on a un dernier drop après la pastille bleue avant que ça reparte. Mais c'est plutôt prometteur pour la suite et ça va contre l'argument de ceux qui disent qu'on a déjà fait le haut de cycle ici. Donc ça c'est un argument de plus, la nouvelle pastille bleue du H-Ribbon. Donc, oui, timing de fin de cycle. Timing de fin de cycle. Alors, j'ai vraiment essayé d'être précis. Si nous collons à la liquidité M2 avec le décalage de 12 semaines, puisque là, ça se replie maintenant avec le rebond du dollar US depuis quelques séances, eh bien, dans ce cas, la fin de cycle, elle est pour le 20-25 septembre. Mais ça peut encore évoluer avec le M2. Si nous faisons de la répétition halving et point bas du précédent bear market, en s'alignant sur la moyenne des deux cycles précédents, la fin du cycle sera la semaine du 13 octobre, ou peut-être celle d'après du 20 octobre. En tout cas, quelque part entre le 13 et le 20. Et donc nous aurions une partie du pump d'octobre, octobre étant surnommé Uptober. Ça c'est bien. Si nous faisons de la répétition calendaire, en faisant une moyenne des 3 précédents cycles, ça nous envoie plutôt vers fin novembre. Et puis, si nous faisons, comme certains le pensent, mais je ne suis pas d'accord, sauter le cycle de 4 ans, il n'existerait plus, du fait de la présence des institutionnels, des entreprises, des investisseurs institutionnels, des ETF, etc., eh bien pour eux, ça pourrait pousser jusqu'à janvier 2026. Peut-être une pause, mais qui selon eux ne serait pas un bear market, mais une phase latérale. Les 3 précédents bear market, le marché a fait moins 80, moins 75, moins 70. Alors certes, ça baisse de moins en moins, mais c'est quand même violent. Moi, je pense que le prochain bear market, on fera un moins 40, moins 50. Voilà. Donc plus on part haut, mieux c'est. Donc,
en tenant compte du nombre de jours. Donc là, nous sommes 982 jours depuis le précédent bear market. Là, ça a fait 1062, 1066. Ensuite, pour les métriques de halving, j'ai aussi mon décompte, mais je peux utiliser ça plus simplement. Donc ça nous envoie, c'est la semaine du 13 octobre. Semaine du 13. Ça nous donne un top entre le 13 et le 20 octobre. La liquidité projetée de 12 semaines nous donne un top le 23 septembre. Parce que là, vraiment, alors, le M2 va peut-être repartir, mais pour le moment, ça nous donne un top le 23 septembre. Donc on n'aurait pas de October. Pas d'octobre favorable. Et la répétition purement calendaire, c'est intéressant de noter d'ailleurs comme on est venu interagir avec le cycle précédent, que ça nous a bloqué. Bon. La répétition purement calendaire, en moyenne, nous envoie, ça à peu près les 10 premiers jours de... à quasiment... Ah non, en fait, je me suis trompé, ce sont les 10 premiers jours de décembre. Ça, c'est le max du max du max du max, selon moi, qu'on peut en tirer. Donc, pour résumer, la fin de cycle aura lieu quelque part entre le 23 septembre et le 10 décembre. Ah oui, je sais, c'est énorme. Ça ne répond pas à la fin du fin de cycle. Mais chaque semaine, chaque jour, moi, je vais réduire cette fenêtre. Pour l'instant, je peux simplement dire que c'est 23 septembre, 10 décembre, avec mon cœur, moi, qui penche en faveur, mon cœur, ça veut rien dire mon cœur qui penche, avec une préférence pour la période mi-octobre, 20 octobre. J'ai plusieurs métriques qui croissent plutôt sur 13-20 octobre. Voilà. Moi, franchement, si vers le 13-20 octobre, on a un Bitcoin à 170-180K, en plus qui active pas mal de modèles de valo, rappelez-vous que je vous ai montré, moi je sors, quoi. À un moment ou à un autre. Enfin, on aura l'occasion d'en reparler. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Et les alts, eh bien, parlons un petit peu des alts. Alors les alts RAS. Alors, si la dominance de Bitcoin, là, elle stabilise. On a la div. On a eu une première séquence favorable aux alts. Jusqu'où la dominance peut tomber. Là, elle se reprend un peu à court terme. Mais regardez ce que j'ai en monthly. Regardez deux choses. Non seulement le RSI mensuel est sorti par le haut de la zone de surachat. On avait eu signal opposé ici lorsque le RSI mensuel était sorti par le haut de la zone de survente. Et là, il sort par le bas de la zone de surachat. On a fait pour moi le top de la dominance. Je pense que sur ce cycle, on retournera chercher les 55%. Donc, la séquence favorable aux alts n'est pas terminée. Ça peut probablement revenir chercher ça, la zone de point bas de novembre dernier. Par contre, dans un premier temps, on peut faire un petit rebond et ensuite redropper. Je vois ça comme ça. Les alts, de manière générale, tant qu'on tient ce niveau, RS. Là, on est vraiment en pullback et tant qu'on tient ce niveau, rien à signaler. Pour Ethereum, vous avez une pause, mais c'est logique, hein, puisque quand même le marché a rejoint ça, 1 point, 2 points G, donc ça c'est starting block, ça peut faire une petite pause par ici, et quand ça passe, on ira chercher les 5000. Donc vous voyez là, on attend les moyennes mobiles, machin, donc quelque chose d'un peu rangy par ici. Alors c'est quand même entre 3500 et 4000, hein, mais voilà, et puis derrière je pense que ça passera. Le sol, alors lui petit à petit se reprend. Le sol, je l'aime moins sur le plan technique, même si on se dit aussi qu'il serait en mesure de revenir ici sur son record. Bon, d'un point de vue graphique, il me fait moins vibrer. Mais petit à petit se met en place le retournement, les moyennes mobiles reprennent la pente haussière, un alignement bullish se fait, et c'est possible qu'on ait aussi forcément une impulsion qui nous ramènerait ici au contact du record. C'est le signal technique des dernières séances, le breakout bullish sur le jeton BNB. C'est l'essentiel du volume crypto, que ce soit en spot ou en dérivé. Ça, c'est favorable. Je pense que ça ira chercher les 1000 $. Ça, c'est aussi un indicateur qui est globalement favorable aux alts. Il va sans dire. Il va sans dire, mes amis. Et puis, le XRP, j'aime pas trop là où il est. En fait, il a tout donné. Si vous voulez, le XRP, bon, je suis en log.
Oui, ok, il y aura peut-être un breakout de l'ATH, mais j'aime pas quand on est au contact de l'ATH et que ça commence un peu à diverger. Après, voilà, le machin ici peut temporiser, faire peut-être un 3 temps et tenter un breakout. Mais si vous voulez, je suis beaucoup plus à l'aise, par exemple, je suis plus à l'aise sur un jeton comme ADA, où on est encore loin de l'ATH. Tant en market cap, on a une belle structure, et je pense que ADA pourra aller chercher les deux 20 dollars. Le XRP, en fait, il est déjà là en équivalent. Donc je suis plus à l'aise sur les jetons qui ont du potentiel de retard. Et voilà, mais bon, le XRP pourra probablement, avec un Bitcoin qui ira plus haut, casser son ATH. Un peu d'ailleurs comme a fait BNB. Mais vous voyez que BNB, ça a pris un certain temps, puis quand ça passe, ça passe. Donc là, voilà, il est en transition sous sous son ATH. Voilà, chers amis, c'est bien écouté, c'est tout pour cette nouvelle édition du Cryptos Technical Briefing. Je vais me faire un deuxième café. Pas bu assez de café. Oui, parce que maintenant, je bois pas le café dès que je me lève, j'attends une petite heure, il paraît que c'est bien. Faut se lever, boire de l'eau, mais pas tout de suite du café. J'ai entendu ça sur YouTube. Vous savez comme moi que sur YouTube, on en entend des bêtises dans tous les secteurs. Allez, merci. Et puis, passez une bonne semaine. Salut.